Cette deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique nous donne d'heureuses et non moins délicates occasions de faire le bilan des progrès accomplis sur notre continent dans la voie de son développement, d'apprécier nos ambitions d'émergence et de convenir des orientations et des mécanismes opérationnels pour rompre avec les échecs, retards, dérivations du passé et porter l'Afrique et nos pays respectifs à la place de leurs dividendes démographiques, leur permet d'espérer en une génération, celle d'un continent, dont le poids économique dans le monde excédera la proportion de population mondiale qui l'habite. Pour réussir cette émergence, l'Afrique a besoin d'être plus innovante, plus productive et plus compétitive. L'espoir est permis parce que nous sommes déterminés. En effet, l'Afrique a amélioré ses résultats économiques et sociaux en 2015 en enregistrant une croissance réelle de son produit intérieur brut global de plus de 5% par an. Toutefois, cette performance est très en deçà de celle des pays émergents d'Asie. Elle ne s'est pas encore traduite par une transformation structurelle des économies africaines qui, presque dans leur totalité, restent des producteurs exportateurs de matières premières et de produits de base qui ne contiennent qu'une faible part de la valeur ajoutée des chaînes de valeur dans le monde. Le défi auquel notre continent est confronté au cours de la présente et prochaine génération est double. Premièrement, transformer structurellement nos économies, nos institutions et nos sociétés pour cesser d'être uniquement des producteurs de matières premières et embrasser toute la chaîne de valeur mondiale de nos produits. Deuxièmement, relever fortement les investissements pour réaliser une croissance économique réelle à 2 chiffres, au moins au niveau des performances que l'Asie du Sud-Est émergente a enregistrées au cours des dernières générations, et hisser la part de notre continent africain dans le PIB mondial de 3% en 2016 à près de 20% en 2050. La première édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique avait mis l'accent 1. Sur le rôle développationniste de l'État, les changements dans les modes de production et de consommation et le développement humain. La déclaration d'Abidjan qu'elle a adoptée recommande qu'ensemble de veilles stratégiques soient instituées et que la conférence se tienne tous les 2 ans pour vulgariser les bonnes pratiques en matière d'émergence. En approfondissant la réflexion sur l'émergence de l'Afrique, la présente édition devrait convenir des repères à fixer dans le plan de développement de l'émergence pour la transformation de l'Afrique et l'accroissement de la part de l'Afrique dans la production des richesses mondiales, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable des Nations unies. En échangeant sur les bonnes pratiques, elle devrait souligner l'importance de la mise en place d'un cadre de suivi et évaluation de la mise en œuvre des plans et politiques d'émergence et de mesures de progrès par rapport aux indicateurs d'émergence. L'objectif d'émergence des pays africains à l'horizon d'une génération, soit d'ici 2050, est très ambitieux, mais il est atteignable et devrait guider nos actions et nos politiques et programmes économiques, sociaux et de développement. Pour le réaliser, la sphère économique et financière a son importance, notamment pour apprécier les indicateurs de succès, mais elle n'est pas suffisante. Il est nécessaire de prendre en compte non seulement des équilibres et la stabilité macroéconomique, mais aussi accroître les investissements dans les infrastructures, les équipements sociaux, les activités productives pour réaliser la diversification et la transformation économique structurelle, mettre en œuvre des politiques vigoureuses de développement humain et social et renforcer les institutions, la gouvernance, la lutte contre la corruption et la participation citoyenne. Pour réussir la transformation structurelle, inclusive et durable de notre économie nationale, de nos institutions, de nos sociétés, la maîtrise des énergies renouvelables et de l'économie verte, ainsi que la révolution technologique ou 4e révolution industrielle en cours dans le monde est indispensable. Elle mettrait notre jeunesse à égalité avec toutes les jeunesses de par le monde et nous permettrait de rattraper le temps perdu par rapport aux 3 précédentes révolutions industrielles, et ainsi de construire des sociétés d'émulation de la connaissance, de l'innovation et de la compétitivité. À cet égard, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les pays africains pour
pour les progrès accomplis, notamment les 27 pays qui se sont lancés explicitement dans des plans d'émergence, y compris les 13 pays qui ont fait l'objet d'études de cas par le PNUD et dont nous visiterons à émuler de bonnes pratiques. Je voudrais également encourager tous les participants à cette conférence à veiller à nous faire des propositions concrètes de politique de développement et d'émergence, ainsi que d'indicateurs de mesure, ayant pour objectif de permettre à tous les pays africains de formuler et mettre en œuvre avec succès des plans d'émergence ambitieux. Les enjeux de notre succès dans l'émergence, c'est l'emploi des jeunes et la maîtrise des flux migratoires. Ceci d'inclusion de toutes et de tous dans la production de partage des richesses, notamment des femmes africaines. Concernant les politiques macroéconomiques, il s'agira de veiller à accroître l'effort fiscal et douanier bien au-delà des 20% du PIB et de dégager une épargne budgétaire substantielle pour autofinancer une part notable des investissements publics, renforcer les marchés financiers intérieurs, y compris les transferts des Africains de la diaspora, et recourir au partenariat public-privé pour maîtriser l'endettement extérieur dans les limites viables. Il s'agira aussi d'encourager l'investissement privé national et étranger pour réaliser durablement des objectifs de croissance réelle à 2 chiffres. La forte croissance durable et inclusive contribue à améliorer la qualité de vie des populations, aussi bien en ville qu'en milieu rural. Pour ce faire, il est toutefois très important de continuer à renforcer les systèmes de santé et d'éducation. Enfin, la participation citoyenne, la bonne gouvernance, le renforcement des institutions permettront d'assurer la transformation, la croissance et le développement durable inclusif, de générer des revenus et des emplois, ainsi que la paix, la qualité et la stabilité économique, sociale et politique pour une Afrique nouvelle émergente. Concernant la Guinée, pendant la période coloniale, la Guinée était de toutes les colonies françaises celle qui avait le meilleur destin. On était à la fois un scandale géologique et un scandale agricole. Lorsque la France a constaté qu'il allait perdre la guerre d'Indochine, ils ont décidé de faire de la Guinée le remplaçant du Tonkin pour fournir le riz à toute l'Afrique occidentale. Alors, comment expliquer qu'avec tous ces avantages, pendant la période coloniale, l'agriculture guinéenne dépassait l'agriculture ivoirienne? Nous exploitions 200 000 tonnes de bananes. Comment expliquer donc qu'avec tous ces avantages, nous sommes aujourd'hui un des pays les moins développés? Lorsque j'ai été élu en 2011, on n'avait même pas de relation avec les institutions internationales. Alors que les autres pays avaient eu le PPT depuis des années, nous, on était au banc. Et l'inflation était à 21%. Lorsque j'ai été élu, j'ai demandé au Fonds monétaire de venir me faire les lieux. Quand ils ont fait l'état des lieux, j'ai regretté d'avoir voulu être président en Guinée quand j'ai vu quelle était la situation. Et en 2010, le déficit budgétaire est de 12%. Le Fonds monétaire m'a imposé de passer à 2% en une année. Nous n'avons pas droit, bien sûr, au crédit. On n'avait droit qu'au crédit concessionnel, mais personne ne faisait le crédit concessionnel. Mais, grâce à la mobilisation du peuple de Guinée, à qui j'ai dit la vérité, j'ai dit que la Guinée est dans un trou, alors nous devons serrer la ceinture. Et grâce donc à la mobilisation du peuple de Guinée et la coopération avec les syndicats, nous avons pu obtenir le PPTE. Malheureusement, au moment où notre économie prenait son envol, nous avons eu la même maladie que le Libéria et la Sierra Leone, l'Ebola, qui a mis notre économie à terre. Mais le peuple de Guinée est un peuple courageux et laborieux. Nous avons donc repris notre marche en avant. Mais ce n'est pas... La Guinée a presque la moitié des réserves mondiales de bauxite. On occupait à peine 1% du marché international. Quand je suis arrivé, on fait à peine 13 millions de tonnes. L'année dernière, nous avons fait 30 millions. Cette année, nous ferons 60 millions. Et nous allons devenir en 2019 le premier producteur de bauxite dans le monde. Pas seulement la bauxite, mais la transformation en alumine. Évidemment, nous avons comme concurrent l'Australie. L'Australie a un avantage sur nous. Ils sont plus proches de la Chine qui est le principal consommateur. Notre bauxite est de meilleure qualité.
Comment nous avons rattrapé ce retard? En faisant des ports en eau profonde. Aujourd'hui, nous avons 3 ports en eau profonde. Bientôt, nous allons avoir 2 autres. Ça veut dire des ports où des bateaux de 200 000 à 300 000 tonnes peuvent partir. Donc, nous gagnons sur le trafic, parce que 200 000 tonnes, ce n'est pas 30 000 tonnes. Donc aujourd'hui, nous avons rattrapé notre retard, enfin notre inconvénient par rapport à l'Australie. Nous avons l'avantage d'avoir une meilleure bauxite. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire la zone économique sino-guinéenne. Pourquoi, mon frère Alassane? Les bateaux de bauxite, en partant, vont plein de bauxite. À revenir, ils reviennent vides. Alors pourquoi ne pas utiliser cela pour faire de Tamsa un hub? Ça veut dire si un conteneur qui en a à Dakar coûte $1000, et il peut le transporter à $100 à Tamsa, et on fait le transbordement, peut-être ça arrivera chez Macky Sall à $500, et en Côte d'Ivoire à $600. En même temps, cela nous permet aussi de pouvoir importer des usines clés en main pour transformer, puisque le transport ne coûtera pas cher. Et cette zone économique va créer une ville de 45 000 habitants au départ avec 30 000 emplois, mais en 2025, ça sera une ville de 200 000 habitants avec 100 000 emplois. Et vous verrez que cette ville a créé un endroit où il n'y avait rien. Mais, même si les mines sont importantes, bien sûr nous avons le mine de fer de Simandou, qui est le plus riche au monde, mais quand je suis arrivé, cette mine avait été presque bazardée à un diamantaire qui n'était pas du tout dans les mines et qui avait vendu la 51% au Brésil à 2,5 milliards de dollars. Quelqu'un qui dit qu'il a investi 100 millions, il vend la moitié à 51 millions de dollars. Ça veut dire qu'il avait gagné 5 milliards sur le dos de la Guinée. C'est pourquoi mon frère Alassane, je n'ai pas voulu négocier avec Steinmex, même quand il m'en a parlé, j'ai dit qu'il faut ça mec pas de la Guinée. Et aujourd'hui, nous avons récupéré notre mine. Même s'il continue à nous diffamer parce qu'il a beaucoup d'argent acquis n'importe quoi sur la presse internationale, le crachet de crapaud ne peut pas tacher la branchère d'une colombe, mon frère. Malheureusement, le prix du fer avait beaucoup baissé, il est passé de 180 à 40 $, mais aujourd'hui, il est remonté à 80 $. Donc nous avons l'espoir que bientôt, nous allons pouvoir exploiter notre minerai de fer de Simandou, c'est le minerai de fer le plus riche au monde et qui est le plus grand projet actuellement en Afrique. Mais nous ne voulons pas baser le développement de la Guinée sur les mines. Bien sûr, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons la bauxite, nous avons le fer, et nous avons beaucoup d'autres minéraux. Nous avons les indices comme le cuivre, cobalt, etc., platine, uranium, etc. Donc nous sommes en train de faire la géophysique au 100 millième pour pouvoir les exploiter. Mais c'est l'agriculture qui va être la base et l'agro-industrie. Avant cela, c'est d'abord l'énergie. Il y a eu coupure de courant un jour à Bamako. Les Maliens sont sortis avec des pancartes. Bamako, c'est pas Conakry. Mais aujourd'hui, les populations de Conakry ici peuvent sortir avec des pancartes pour dire Conakry, c'est pas Bamako. Pourquoi? Nous avons commencé à faire les barrages. Nous avons fait le barrage de Kadeta, qui fait 240 MW. Nous avons commencé à construire le barrage de Swapiti, qui fait 450 MW. Nous avons lancé l'appel d'offres du barrage de Koukoutamba dans le cadre de l'OMVS, qui fait 200 MW et qui va pouvoir surtout servir le Sénégal et le Mali. Nous avons lancé, je serai en train de finir le tir de faisabilité de Foumi. Le barrage de Foumi est très important, pas parce qu'il donne 90 MW, mais parce qu'il va permettre d'irriguer en Guinée plus de 100 000 hectares en Guinée, plus de 100 000 hectares au Mali, plus de 100 000 hectares au Niger et au Tchad. Donc c'est un barrage qui est fondamental. Donc notre première bataille aujourd'hui, c'est l'énergie. C'est pourquoi lors du COP21, nous avons exigé qu'on nous accompagne pour l'énergie, ce que nous avons obtenu. Ensuite, après l'énergie, c'est évidemment la maîtrise de nouvelles technologies. L'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles. Nous ne devons pas rater la 4e révolution industrielle. Cela est fondamental. Mais si nous ne pouvons pas le faire, comme dit le président Labad, si nous n'avons pas l'énergie, parce que l'énergie nous permet de... Comment voulez-vous que les enfants puissent aller sur Internet s'il n'y a pas d'énergie?
Nous avons fini la construction de 4000 km de fibre optique et l'autoroute. Maintenant, nous commençons à construire la fibre optique entre l'autoroute et les villes. Ensuite, nous allons construire avec la collaboration de la Chine 4 grandes universités et surtout, nous développons l'enseignement professionnel. Car malheureusement, souvent l'enseignement supérieur en Afrique forme des chômeurs. Donc, nous devons privilégier l'enseignement professionnel et surtout, nous devons faire en sorte que notre enseignement soit au service de notre économie. À quoi ça sert de former des licenciés en droit dans un pays où notre force, ça sera les mines, l'énergie et l'agriculture? Mais l'agriculture et l'agriculture doivent être fondamentales. Nous avons l'ambition de devenir autosuffisants d'ici 2 ans, mais le riz, le paysan mange, ça ne lui apporte pas de revenus. C'est pourquoi nous avons relancé sérieusement la culture d'exportation. Grâce à la coopération avec la Côte d'Ivoire, nous avons commencé le cacao Mercedes. Parce que notre retard, la Guinée est très en retard. Mais comme j'ai dit, il y a un grand philosophe qui disait qu'une mauvaise chose peut transformer en une bonne chose. Je ne vais pas dire le nom parce qu'Alassane va sauter. Ou bien je dis. Alors il s'agit du président Mao Tse-tung. Donc, si je prends dans le domaine du cacao, nous allons commencer par le cacao Mercedes. Et le cacao Mercedes produit au bout de 18 mois. C'est-à-dire, notre retard va nous permettre d'aller vers les productions les plus avancées parce que nous allons bénéficier des recherches que les autres ont fait pour partir plus haut. Ensuite, avec les nouvelles technologies, nous allons pouvoir transformer. Là où les autres ont mis 10 ans, nous pouvons mettre 2 ans. L'année dernière, j'ai dit que nous allons faire 200 000 hectares d'anacarde. Mon haut représentant, Sidi Touré, a dit non, ce n'est pas possible. Mais il a vu que nous avons fait 204 000 hectares et non pas 200. Et cette année, nous allons faire 300 000 hectares. Ça veut dire nous allons presque multiplier par 10 notre production d'anacarde. Grâce à la coopération avec l'Éthiopie et le Rwanda, parce que nous avons un avantage sur vous, nous pouvons faire le café arabica au Fouta Jalou. Donc, la coopération avec... Et là aussi, nous bénéficions des recherches des autres. Kagame, le Premier ministre éthiopien, nous donne des variétés de café arabica les plus performantes. Donc, nous avons coopéré aussi avec nos frères du Burkina, qui vont non seulement nous donner des semences de coton, mais aussi nous envoyer des encadreurs, parce que la Haute-Guinée, c'est la savane. Comment pouvez-vous expliquer que le Mali puisse faire 500 000 tonnes de coton et que nous, on était à 20 000, on est tombé, quand j'arrive, on était à 2 000. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire autant de coton que le Mali? Alors nous allons relever ces défis. Ensuite, aussi le sésame, parce que nous voulons que le paysan développe une exploitation de sésame. Grâce à notre frère ami Bouhari et au Brésil, nous allons lancer la production de soja. Donc, notre agriculture doit être la base de notre développement. Non seulement les cultures vivrières, mais les cultures d'exploitation. Mais nous ne voulons pas... L'Ebola nous a donné une leçon. Il faut transformer nos matières premières sur place. Donc, nous ne faisons pas seulement d'anacarde. En même temps, nous faisons 2 usines d'anacarde. C'est-à-dire, à partir de l'année prochaine, notre anacarde ne sera pas exportée brute. Hier, on importait du ciment. Aujourd'hui, on est devenu exportateur de ciment. Hier, on importait la farine. Aujourd'hui, on est devenu exportateur de farine. Grâce à la coopération avec le Maroc, la Guinée va être le premier pays en Afrique à atteindre l'objectif de 50 tonnes d'engrais par paysan, grâce à la coopération avec le roi du Maroc. Nous allons aussi développer, avec la bienveillance du président du Zimbabwe, nous allons aussi développer la culture du maïs blanc. Parce que le Maroc importe chaque année 2 millions de tonnes de maïs des États-Unis. Donc, en accord avec la coopération avec le Maroc, nous allons donc faire le maïs blanc et exporter une bonne partie au Maroc. Nous avons, le roi du Maroc nous vend 100 000 tonnes d'engrais et au prix sans subvention. Parce que quand nous on achète l'engrais à 100 francs, on vend au pays à 50 francs. Donc il nous vend l'engrais au prix auquel on donne aux paysans. Ce qui va nous permettre donc
besoin d'engrais non seulement pour les cultures vivrières, mais aussi pour les cultures d'exportation. Donc, l'Afrique, une population jeune, c'est une chance, mais aussi un danger. Une chance si nous arrivons à leur donner du travail, mais une bombe si nous n'arrivons pas à leur trouver du travail. Le terrorisme, pourquoi? La pauvreté et l'injustice. Plus nous luttons contre la pauvreté, moins il y a le terrorisme. On ne pourra jamais vaincre le terrorisme par les armes. Nous ne pourrons vaincre le terrorisme que si nous développons et qu'il y a une juste répartition des richesses au niveau des populations les plus vulnérables, qui sont des jeunes et des femmes. Ensuite, l'intégration économique. Mais nous avons beaucoup de bauxite. On peut faire de l'alumine, mais pourquoi pas de l'aluminium? Si vous avez remarqué, en Afrique avant, on utilisait beaucoup de bois pour les portes. Mais maintenant, on utilise de plus en plus d'aluminium. Ça veut dire que l'aluminium, nous avons non seulement le marché chinois, mais nous avons le marché africain. C'est-à-dire que l'Afrique sera demain un marché plus important pour l'aluminium que la Chine. Mais nous ne faisons pas attention au changement en Afrique. Donc, ce n'est pas seulement la Chine. Nous avons les mêmes avantages avant que la Chine. Nous avons une main-d'œuvre moins chère. Mais on n'avait pas la maîtrise technologique. Il y a un changement fondamental qui vient de se faire aujourd'hui. Le développement de la Chine était basé sur l'exportation. Aujourd'hui, le développement de la Chine va être basé sur le développement interne. Ça veut dire que la main-d'œuvre sera de plus en plus chère. Au moment où on a une main-d'œuvre moins chère et on maîtrise la technologie, ça veut dire qu'on a un double avantage. Non seulement c'est un grand marché africain si nous avons une éducation économique, mais nous allons devenir l'usine du monde et remplacer la Chine. Car si nous transformons les matières premières sur place, mais cela suppose que nous changions nos petits nationalismes. Vous savez, l'Afrique, on dit que nous sommes l'avenir du monde, c'est vrai, mais pour cela, faudrait-il que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous-mêmes. Ce qui manque à nous, chefs d'État africains, c'est que souvent, on n'a pas confiance à nos hommes d'affaires. On pense que les Européens font mieux. Mais, il commence à y avoir un changement. Dernièrement, quand j'étais en visite d'État au Sénégal, j'ai été avec mon frère Macky Sall, à Damniadio. On a vu là qu'on commence à favoriser les entreprises africaines. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Et ils peuvent développer mieux que les étrangers. Perdons le complexe, parce que nous avons encore, surtout nous les francophones, plus que les anglophones d'ailleurs, ce complexe. Mais je crois que les choses commencent à évoluer. Car l'Afrique doit prendre son destin en main. À Deville, Issoufou et moi, on avait mis les grandes puissances en garde. N'intervenez pas en Libye. Votre intervention va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes chez nous. Qui connaît comment la Libye était gouvernée, c'est que si Kadhafi n'est pas là, chaque Libye va prendre son indépendance. Donc il n'y a pas d'État, c'est comme la Somalie. Et tout le monde savait que la Libye était un arsenal. Voilà aujourd'hui les conséquences que nous subissons. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de changer, vous ne savez pas. L'Union africaine était financée par l'Union européenne. Comment voulez-vous parler d'indépendance? Mais cela est en train de changer. À Kigali et à Addis, nous avons décidé que chaque pays africain consacre désormais 0,2% de ses importations à financer. Donc ce financement va dépasser les besoins de fonctionnement de l'Union africaine. Nous avons décidé qu'on continue et on met le reste à la Banque de développement chez nos frères de Sina pour qu'ils puissent davantage financer. Ensuite, le président Kagame a proposé des réformes extrêmement importantes. Quand il y a un sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, pardon, tous les 6 à 10 heures, tous les chefs d'État sont dans la salle à 10h moins 5. Nous, quand on dit 10 heures, chaque fois ça va à midi.
Si on commence à midi, on a commencé tôt. Vous avez des présidents qui viennent jusqu'à 10, 16, et la matinée, ils prennent l'avion et repartent, alors que la conférence dure 3 jours. Pourquoi? Et ensuite, nous sommes fatigués par les ministres des Affaires étrangères, ou même des ambassadeurs. Nous avons donc décidé désormais que s'il n'y a pas un président, seul le vice-président ou le premier ministre prendra la parole. Celui qui envoie son ministre des Affaires étrangères, il n'aura pas la parole, encore moins un ambassadeur. Et beaucoup d'oiseaux de mauvais augure pensaient que l'arrivée du Maroc allait faire éclater l'Union africaine. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que les chefs d'État africains ont compris qu'aujourd'hui, avec le danger du terrorisme, l'immigration clandestine, l'accès au développement, l'énergie, la lutte contre le climat, nous ne pouvons pas nous diviser sur un seul problème. On peut avoir des divergences, mais ce qui nous unit est plus important. La preuve, le Maroc est rentré par consensus et l'Union africaine est ressortie plus forte qu'avant. Voilà le changement donc. Nous avons constaté aussi que quand l'Afrique parle d'une seule voix, on est écouté. Vous vous rappelez que lorsque nous étions en Afrique du Sud, j'ai fait une lettre que j'ai fait signer par chacun d'entre vous. Vous m'avez dit, ah, encore, tu es revenu à tes habitudes, la fin, l'émotion. Mais nous avons écrit au président Hollande pour dire, voilà nos objectifs. Si le COP 21 n'emplit pas ces objectifs, nous ne voterons pas. Et nous avons donné à tous les ministres de s'abstenir. La conséquence, nous avons obtenu que 2015, 2016, 2020, qui nous constitue 10 gigawatts, nous avons fait son volet sur le climat, etc. Donc, quand l'Afrique parle d'une seule voix, et d'écouter, c'est en partant de là que nous avons décidé d'innover au niveau du geste de la gestion de l'Afrique. Nous avons donc multiplié les chefs d'État, chacun parlant d'une voix. Je viens donc de charger notre frère Hassan, étant donné que c'est mon conseiller économique compétent, c'est lui donc qui est chargé du dossier 2063. Ça veut dire qu'il doit nous donner une feuille de route et au prochain sommet présenter quelque chose de très concret. Parce qu'il y a notre problème. On prend des résolutions. Kagame a compté 1500, mais il n'y a pas de suite. Désormais, nous prenons une ou deux résolutions et le sommet de juillet doit être un sommet de contrôle. Parce que si on prend des décisions, il faut que ça soit contrôlé. C'est ainsi que le roi du Maroc a le dossier de l'immigration, le président Bouteflika, le dossier du terrorisme, le président Issoufou, la zone de libre-échange, le président du Tchad, l'application du dernier notre mot d'ordre, l'hémographie pour la jeunesse, etc. Donc, ça veut dire que chacun doit travailler avec le commissaire en exercice, faire en sorte que sur tous ces domaines, on progresse. Parce que si on progresse, le commerce intra-africain de combien? À peine 5%. Parfois, pour aller de Conakry en Éthiopie, il faut passer par Paris. Ou pour aller de Conakry, il faut passer par Londres. Donc, c'est fondamental que nous... Et je suis d'accord avec le président Macky Sall. C'est pourquoi nous avons comme programme de faire le chemin de fer Conakry-Bamako. Mais Macky, je te préviens. Le port de Conakry-Bamako est plus près du port de Conakry par rapport à Dakar de 200 km. 200 km. Ensuite, évidemment, nous nous battons pour le Transguinéen, c'est-à-dire le chemin de fer qui va partir de Simandou à Fourkaya. Mais vous savez, nous avons beaucoup souffert des multinationales. Rio Tinto a gelé notre mineur de fer, comme on gère en jachère, comme on met un champ en jachère, pour exploiter son mineur de fer d'Australie. Parce que notre mineur de fer est fer magnétique riche, si ça vient sur le marché, ils ne pourront pas vendre leur mineur de fer. Pendant des années donc, ils ont géré notre mineur de fer. Voilà les leçons que nous devons tirer. Nous devons avoir la maîtrise, connaître exactement quelles sont les richesses. Parce que très souvent, ils nous disent la teneur qu'ils veulent. On n'a pas la capacité de savoir, il faut dire 40% alors que 70%. Donc, si nous nous renforçons, si nous travaillons ensemble,
Pourquoi nous allons vendre notre minerai de fer d'or? Pourquoi nous n'allons pas transformer en acier? Mais cela n'est pas possible dans le cadre d'un État. Mais si on est ensemble dans l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pas créer des sociétés où la Côte d'Ivoire a 5%, le Sénégal 30%, 30%, et à ce moment-là, on peut transformer le minerai de fer en acier, et nous sommes aujourd'hui, on va être le plus grand consommateur d'acier. Ce que les gens ne comprennent pas, tout le monde parle de la Chine comme le plus grand marché. C'est vrai pour le moment. C'est pourquoi nous avons signé un accord stratégique avec la Chine dernièrement lors de mon voyage d'État. Infrastructure contre mine. Parce que si nous sommes en train de résoudre le problème de l'énergie, nous avons un grand problème en Guinée, c'est les routes. Nous n'avons pas de route. Donc, nous avons fait un accord stratégique. Mais attention, notre accord stratégique ne veut pas dire qu'on donne une mine à la Chine. Non. On dit, vous nous donnez tant de milliards pour telle infrastructure. Donc, ça correspond à quoi au niveau de la bauxite? Si ça correspond à 2 milliards de tonnes de bauxite et que nous avons 4 milliards, évidemment, on ne vous donne pas la bauxite. On vous permet d'exploiter jusqu'à 2 milliards, à partir de 2 milliards maintenant. On ne va pas commettre l'erreur que les Aïrs avaient fait en donnant contre prêt des mines qui étaient beaucoup plus importants que le prêt que la Chine donnait. Nous avons tiré les leçons aussi de cela. Donc, il est important que vous insistiez sur l'intégration africaine. Si la Côte d'Ivoire a plus d'avantage de faire une usine de ciment, pourquoi elle va en faire en Guinée? Ça n'a pas de sens. Malheureusement, nous sommes étroits au point de vue politique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit problème, la Côte d'Ivoire ferme ses frontières. Alors, on ne peut plus avoir de ciment. C'est ça qui amène les pays africains à faire les mêmes choses. Il faut que vous amenez les chefs d'État africains à séparer les problèmes de développement économique et commerciaux des problèmes politiques. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes entre deux États africains, cela ne doit pas influer sur les acteurs économiques et commerciaux. Ça, c'est le peuple qui doit imposer. Mais ça, vous devez nous l'imposer. Parce que quand vous laissez entre nous, on ne le fera jamais. Il faut se dire la vérité, on ne le fera pas. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire, en souhaitant que nous collaborons pour transformer la matière première sur place. Tous les jours, quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Et quand c'est les Africains, on dit des immigrés. Quand c'est leur côté, on dit les migrants. Voilà. Donc, j'interpelle, mais je peux me permettre, je ne suis plus âgé qu'eux. Donc je peux les interpeller. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue d'intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains.